Test, test. 1, 2. Test. Test. Je redonne la parole à Madame la secrétaire exécutive Victoria Brunet. Merci. Cela fait maintenant 40 ans que les Nations Unies se réunissent au chevet de la planète. 20 ans que le coup d'envoi a été donné à Rio pour un plan d'action ambitieux en faveur de l'environnement. Et pendant ce temps, malgré toute la bonne volonté des parties et les efforts considérables qui ont déjà été consentis, la situation n'a cessé d'empirer. Chaque seconde que nous perdons en ralentissant les négociations voit grossir les rangs des fatalistes et des sceptiques. Partout, on entend que les Nations Unies ne peuvent plus rien faire pour enrayer le changement climatique. Chers délégués, il est notre responsabilité de rappeler au monde que ce que nous faisons ensemble, ici, dans cette enceinte des Nations Unies, peut changer le cours des choses. We fought for that island. We fought for all islands, all countries, all peoples, all living beings, because we did not deserve to benefit from our planet any more than the generation after us, than the generation after that, than the generation after that, and the generation after that. Let's go, nous luttons et nous avons 2 jours pour négocier. Chers partis, chers observateurs, chers membres de la société civile, mesdames, messieurs, let's go, courage, responsabilité. Vendredi, n'ayons rien à justifier, n'ayons rien à regretter. Cette année, nous avons décidé de rejouer les négociations sur le sommet sur le climat qui ont lieu à Copenhague. En 2009, le sommet a été un échec. À Sciences Po, on a décidé de rejouer les négociations en changeant les hypothèses de cadrage pour voir si on arrivait à obtenir un accord. Et oui, tout cela n'est qu'une reconstitution. Cette jeune femme n'est pas secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur le climat. L'homme qui l'interroge n'est pas non plus journaliste. Ces représentants de délégation ne sont pas réellement négociateurs. Costumes et tailleurs de rigueur, tous sont étudiants à Sciences Po Paris, la fabrique des élites de demain. Ils sont 160 à rejouer Copenhague. Copenhague. C'est là que s'est déroulée la véritable 15e conférence sur le climat. C'était en 2009. Les participants devaient trouver les solutions pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici 2050. Les négociateurs étaient confiants. L'accord pouvait être signé. Le moment devait être historique. Ce fut un flop. Les chefs d'État sont restés englués dans leurs calculs électoraux à court terme et leurs intérêts nationaux. Difficile en effet d'imposer à leurs concitoyens l'énorme mutation qu'implique la lutte contre le changement climatique. Qui oserait bannir la voiture, taxer la consommation des tomates en hiver, faire de la sobriété un idéal de société? Depuis, les sommets défilent les uns après les autres. Tout le monde est d'accord pour se revoir l'année suivante, mais rien de plus. La démobilisation est générale. Nous allons maintenant vous donner la parole et procéder au discours d'ouverture des partis. C'est en réaction à ce constat qu'une telle reconstitution a été décidée. Tout y est, La parole est à l'Inde. même le respect du protocole. Excellence. Le Mali, la parole est à vous. Assalamu alaikum. Le Royaume d'Arabie Saoudite tient à exprimer À sa la profonde tribune, satisfaction. 18 délégations nationales se La République succèdent, populaire de Chine est consciente de et non pas 196, comme à Copenhague. La parole est au Venezuela. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les délégués des partis, frères socialistes de tous horizons, buenos dias. Je parle ici pour la Norvège, les Maldives, 40 autres pays de l'Alliance AOSIS et au nom de mon pays, l'Indonésie. Face à l'urgence du réchauffement climatique, nous ne pouvons pas rester sans réponse. Les conséquences dramatiques de la fonte des glaces, de la montée des eaux, de la déforestation se font déjà cruellement sentir dans nos pays. Nous devons à nos contemporains et aux générations futures un accord qui soit ambitieux et contraignant.
Je veux croire que nous partageons cet idéal de préservation de notre planète, d'une croissance durable et inclusive. Pour cela, nous pensons qu'il faut nous engager pour une préservation du bien commun dans le cadre d'une organisation mondiale de l'environnement. Je vous enjoins à l'action pour que nous puissions dire « Nous l'avons fait, nous avons changé le monde ». Cette simulation est orchestrée par des scientifiques, des vrais. Merci. Ils sont sociologues, politologues et historiens de l'environnement. Je déclare la séance ajournée pour une durée de 5 minutes. Ils travaillent à Sciences Po, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin ou encore à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Certains étaient à Copenhague en 2009. Depuis leur poste d'observation, ils sont à l'affût, prêts à disséquer la moindre réaction de leurs cobayes. L'hypothèse des scientifiques est simple. En faisant rejouer les négociations, ils espèrent comprendre l'échec de Copenhague. Ils veulent trouver de nouvelles pistes pour les futures conférences internationales. Et si la solution à un accord était là, à portée de main? Nous allons maintenant voir si jamais il y a des partis qui s'opposent à l'accréditation du FMI et de la Banque mondiale au premier groupe de contact. Veuillez s'il vous plaît lever vos chevalets. Fonds monétaire international. Je suis désolé, vous n'avez pas la parole. Dès la première séance de vote, les débats s'enlisent. Les jeunes négociateurs découvrent la complexité du processus. L'expérience est en train de prendre. Commission européenne. Dans le micro, vous avez 15 secondes. Par rapport au fait que l'abstention compte, est-on sûr que lorsqu'il y a eu le vote par rapport à l'accréditation du FMI dans les groupes de contact, que les pays qui se sont abstenus avaient bien compris que finalement ça revenait à voter contre? Est-ce qu'on pourrait maintenant revoter sur l'accréditation du FMI puisque toutes les parties sont conscientes maintenant de la procédure? Comme ça clôturerait vraiment le débat. Il y a eu un malentendu sur la chose sur laquelle nous votons. Non, les Maldives doivent demander la parole, s'il vous plaît. On demande un ajournement de la séance. Je propose un ajournement de la séance. L'ajournement durera 2 minutes. Moi ça me gave, je suis fatiguée, j'en ai marre. Victoria, si tu commences à... C'est hyper fastidieux, mais ça les fait rentrer dans le rôle. Et c'est pas évident d'imaginer comment les 18 pays qu'on a rassemblés, quel effet de vote ça fait. Et le fait qu'à quelques voix près, tu fais tomber le FMI. Oui, non, c'est clair. Je pense que pour moi, c'est pas majeur ce qui vient de se passer. Par contre, ça leur fait comprendre où sont les rapports de pouvoir dans cette concentrée de planète qu'on n'avait pas forcément. Et ceci, ça c'est aussi un truc assez différent quand tu es à 20 ou quand tu es à 200. Oui. C'est qu'une voix ou deux peut faire basculer le truc. Quand tu es à 200, une voix ou deux ne fait pas basculer le truc. Est-ce qu'ils avaient conscience de ça dès le départ? Est-ce qu'ils s'en rendent compte maintenant? Je pense qu'ils s'en rendent compte là, quand ils ont vu qu'à quelques voix près, ils faisaient tomber le FMI, que le FMI ne peut plus assister à telle ou telle chose. Je pense que l'impact est surtout dommage pour l'équipe qui joue le FMI qui va se retrouver exclue. Oui, c'est moche. Ils râlent pas trop, les gens du FMI? Si, sur Twitter, ils râlent. Ils ont tenu des positions, en fait, ils ont très mal géré leurs négociations. Le chef du FMI a été très contesté. En fait, ils se sont mis à dos un certain nombre de délégations. Le chef du FMI a été très contesté? Très contesté, oui. Pas possible. Il est contesté en interne aussi. En interne aussi. Merci de votre patience, merci. Donc, les parties votantes et présentes en faveur de l'accréditation du FMI, veuillez lever votre chevalet. L'Afrique du Sud, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Brésil, oui, la Norvège. Ajournement de la séance juste pour faire le bilan. Donc, là, on voit l'influence de la présidence sur les négociations. Ils sont embêtés parce que s'il n'y a pas une majorité des 2 tiers... Je déclare la reprise de la session plénière. Encore une fois, je vous remercie pour votre patience. Nous avons un résultat différent. L'accréditation du FMI de la Banque mondiale est confirmée pour les 3 groupes de contact. Je pense qu'ils sont tellement sur des rails très réalistes que je suis pas sûr que tu puisses faire des réels machins. Donc c'est ça qui est potentiellement c'est ça qui pose question aussi par rapport à la négociation.
Et ce qui est étonnant, Ah oui, c'est que est-ce que tu es dans les rails? Est-ce qu'il y a un truc Faire des réels machins, ou est-ce que, ou même dans la vraie négociation, est-ce que ils sont tellement dans des schémas préconçus, etc. Est-ce que le tu truc rentres dans peut les changer rails, de tu peux direction plus quoi. bifurquer, quoi. Si tu deviens délégué professionnel, il y a une communauté qui se constitue, qui est relativement fermée, qui est auto-organisée. Et puis tu as des procédures d'interaction qui sont tellement complexes qu'en fait tu... L'hypothèse qu'on peut introduire, c'est de changer la manière de négocier. Où on dit par exemple, là il y a une alerte à la bombe dans le bâtiment. Vous n'avez pas le droit de sortir de cette salle pendant 5 heures. Tu vois, ce qui t'empêche les discussions de couloir et t'empêche les discussions de corridor. Est-ce que ça change quelque chose qui soit coincé en plénière? Non mais moi je suis pas si convaincu parce qu'on les a tournés dans nos idées, hein, ces histoires de perturbations extérieures, on n'en a pas trouvé une qui nous ait vraiment convaincus jusqu'à maintenant. Ils en ont parlé entre eux, vous savez si... Ouais, ils se sont dit à quelle sauce ils vont nous manger. On s'y croirait. Sciences Po Paris est transformé en centre des congrès. À l'extérieur de la conférence plénière, il y a même des fausses ONG qui font pression, avec de vrais arguments. Comme dans toutes les conférences internationales, les délégations ont eu des mois pour préparer ce rendez-vous et accoucher d'un projet d'accord. L'objectif est le même qu'à Copenhague, limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici 2050. Les étudiants vont maintenant discuter pied à pied l'ensemble des articles de ce texte, les amender, en supprimer certains, en ajouter d'autres. Tout se fera au sein de différents groupes de contact, que certains appellent groupes de travail. Le jargon n'est pas encore bien maîtrisé. Les premiers amendements ont déjà circulé. J'ai l'impression que c'est plutôt par délégation qu'ils sont en train de travailler là. Je pensais qu'on allait voir des gens qui sont déjà en train de faire des tractations bilatérales, mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de faire le team building pour s'assurer qu'ils ont bien le même mandat et qu'ils savent bien quelles sont leurs marges de manœuvre pour négocier. J'ai juste à les regarder. Sébastien Treyer, l'un des organisateurs, s'immerge dans sa propre expérience. Mais non, c'est pas la surtout si on a dit qu'on centralisait tout dans l'OME. Ah si, il arrive après, 27 bis. Ah ben voilà, ok d'accord. On en reparlera après. Mais ça c'est la catapulte, moi. La délégation de l'Australie qui essaye de comprendre quelles ont été les dernières modifications au texte qui va être discuté tout l'après-midi selon 3 groupes différents. Et donc c'est relativement compliqué pour eux parce que j'ai l'impression en tout cas qu'ils ont du mal à interpréter quelles sont les dernières modifications qui ont été apportées et comment ils doivent se repositionner par rapport à ça. Et donc d'ici à leur séparation dans 3 groupes de travail différents, il faut qu'ils comprennent quelles sont les dernières propositions, comment est-ce que ça doit faire évoluer leur position, et en plus qu'ils se mettent vraiment d'accord sur la manière de tenir leur rôle et la capacité d'initiative qu'ils peuvent se laisser les uns aux autres dans les différents groupes de travail. On met juste des crises majeures. Oui, voilà, on dit que ça là. Et on enlève la responsabilité. Voilà, ça marche. Comme à Copenhague, chaque délégation nationale a sa propre feuille de route. Dans la simulation, ces documents ont été calqués sur les positions réelles de chacun des pays. Les étudiants ne peuvent donc pas faire n'importe quoi. Non, pas encore. J'ai du mal à suivre ce qui est en train de se passer parce que là, ça a l'air très confidentiel dans la délégation du Mali, donc je crois que je ne vais pas pouvoir y accéder. Et en fait, les Maldives sont en train de négocier avec les États-Unis. Je vais voir ce qui est en train de se dire là-bas. Je me suis trompé. C'est les Maldives. On était d'accord pour la liste, c'est bon, mais ils veulent que ce soit plus clair. Ils vont vraiment être durs en négociation. Parce que... Je pense qu'il faut vraiment c'est normal qu'ils soient durs en négociation. Mais je pense qu'il faut qu'on parte d'un cadre général que tout le monde peut à peu près accepter, de voir après où on peut négocier. Oui. Ça, c'est normal. De toute façon, il faut montrer que le principe d'OME est consensuel. C'est sûr, on a pour l'instant les plus gros pays. Il nous reste simplement les États-Unis et la Chine. Et c'est un effet boule de neige aussi. Tu vois. Là, si on arrive à avoir la Russie, derrière, on va avoir les États-Unis et peut-être à terme la Chine. Les États-Unis, c'était pas forcément. Non, ils n'étaient pas cons. J'ai récupéré les docs de Marguerite. Il faut juste qu'on voit. Parce que je peux vous interrompre, excusez-moi, une information. C'est vous qui lancez une réunion sur les réfugiés climatiques à 15h ou c'est pas les Maldives? C'est une conférence qui a été lancée par les ONG. C'est les ONG. On va essayer maximum parce qu'on est très concernés en tant que Maldives. D'accord. Et à Aziz. Donc c'est à 15h. 15h, ouais. Merci beaucoup. Ouais, donc tu prépares un discours. J'essaie de voir ce qu'on pouvait faire, mais bon, en gros, ce qu'on disait, c'est quoi alors? C'est on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On parle du statut de réfugié climatique à ce moment-là. Il faut un statut. Ce que je trouve intéressant dans cette discussion avec les Maldives, c'est que, peut-être dû au fait qu'on a mis les Maldives
elles ont un poids finalement beaucoup plus important par rapport à l'ensemble de la planète que dans la réalité, puisqu'ils sont 1 sur 18 là. Mais on a une équipe qui est pleine d'initiatives et qui est en train de proposer un projet, notamment sur l'organisation des transferts de financement, des transferts de technologie, la gouvernance de tout ça. Ils sont très actifs pour faire émerger cet objet-là. J'ai l'impression que ça va être un objet très important de ce qui va sortir de cette simulation. Je ne sais pas trop si ça va convaincre les vrais négociateurs, mais à mon avis, là, ils ont touché quelque chose du doigt quand même, les étudiants. Ce qu'on essaie de faire tout d'abord, c'est de faire passer l'idée de la création de ce nouvel organisme international, une organisation mondiale de l'environnement qu'on appelle OME, mais qui n'est pas encore actée évidemment. Mais voilà, ne serait-ce que faire passer l'idée aux pays développés, déjà, bon, il y en a après, faire débattre à l'intérieur de toutes les modalités. L'idée, c'est d'être sûr que dans chaque groupe de contact, les gens soient suffisamment convaincus que c'est un objet de débat important. Quoi. En fait, c'est surtout l'initiative de l'Inde. Et on est d'accord avec eux sur le fait que l'OME ne peut pas être construite comme ça en un jour. Donc on dit, dans l'urgence, on mettra en place du financement d'abord. Et l'OME, sur un objectif quinquennal de 6 ans, va se construire petit à petit, par étapes. On a fait un amendement et on a un projet maintenant qui est déjà un peu plus charpenté et qu'on va faire circuler. Les membres des délégations se sont maintenant répartis dans différents groupes de contact. Grégory Kenney, l'un des organisateurs, veut suivre cette nouvelle étape. La communauté internationale estime que l'on ne peut pas dissocier développement durable. Les apprentis négociateurs testent leur maîtrise de l'art oratoire. Nous sommes persuadés que prendre en compte les enjeux climatiques est nécessaire pour procéder à un redéveloppement économique, politique et humain, social également. Donc de toute façon, nous sommes favorables à l'idée de prendre en compte le PIB dans l'allocation des aides. Oui, je souhaiterais demander une petite clarification au FMI et à la Banque mondiale. En quoi est-ce que les émissions par tête justifient ou entrent en compte dans la définition de la vulnérabilité? Les émissions par PIB. Les émissions par rapport aux émissions de carbone rapportées au PIB. Autrement dit, la qualité environnementale du PIB. Mais nous sommes en train de parler de vulnérabilité et non de questions de pollution. Tout à fait. Mais justement, cette vulnérabilité doit être pondérée par la part de pollution rapportée au PIB de chaque État. La Commission européenne? Il vaudrait totalement la peine d'adopter ces critères de vulnérabilité et nous aimerions que les partis et les délégués ici présents écoutent ce que le GIEC a à nous dire sur ce sujet. Le GIEC aurait un petit délai pour... Nous avons déjà consulté le GIEC sur cette question qui est en train de préparer une réponse qu'il pourra présenter si toutes les parties l'invitent à la conférence. On négocie partout. Grégory Kenney arrive dans un autre groupe de contact où les délégués tentent d'avancer sur ce qui semble être un détail, l'année de référence. C'est à partir de cette date que seront évalués les efforts à fournir pour réduire les émissions de CO2. À chaque fois, on doit adopter un niveau de référence de 1990, 2000, 2005 ou 2010 pour les réductions collectives. Donc le Venezuela souhaite réagir. Dans chaque groupe, un délégué joue les facilitateurs pour assurer la bonne tenue des débats. Donc pourquoi chaque délégation n'indiquerait pas à partir de quelle date elle a calculé ses émissions et on choisirait la date qui fait consensus? Il semble que la date aujourd'hui la plus répandue selon les position papers soit l'année de référence 1990, qui pourrait donc être adoptée par consensus, mais je pense que certains États peuvent avoir des objections et on peut éventuellement laisser réagir. Est-ce que... Oui, l'Inde doit réagir, puis l'Afrique du Sud. Juste en accord avec ce que vient de dire le Venezuela, on se demandait s'il était possible de d'abord discuter du point 3, la responsabilité historique, la responsabilité commune, et ensuite de se donner cette référence une fois connu le résultat de la discussion qui portera sur le point 3. Justement, je vous ai demandé s'il y avait d'autres propositions d'année de référence. Et j'aimerais d'abord laisser la parole au GIEC. À la différence de Copenhague, les experts du climat, le GIEC, sont présents dans les groupes de contact. Le GIEC précise que ce n'est pas des arguments scientifiques qui vont trancher dans ces années. Une fois cette année fixée, il faudra toujours être capable de traduire les décisions prises et les engagements pris en termes d'efforts et d'effets. Et donc finalement, cette question est un point de vocabulaire et il faut garder ça en tête pour voir s'il est raisonnable d'y passer un temps. Enfin bref, parce que c'est une question de convention. Merci beaucoup le GIEC pour cette clarification, je pense utile à tous,
faut rappeler aussi que, clairement, ce n'est qu'un point de convention. Mais je pense que certains États peuvent avoir des objections. Et... En fait, il commence à y avoir pas mal d'activités Twitter, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le Twitter est utilisé par les négociateurs eux-mêmes. Donc c'est la ONG COP15, groupe de contact, discussion interminable sur la terminologie. On n'en sort pas. On est clairement face à différents types d'arènes, en fait. L'arène classique, qui est celle de la salle ici, qui a des effets structurants indéniables, et de l'autre côté, la structuration par les réseaux sociaux. L'information circule quasiment en temps réel. Des petites caméras embarquées sont même utilisées par des participants. Elles nous permettent d'assister à une réunion improvisée. Les délégués de l'Inde font un point car l'année de référence vient d'être choisie. Ce sera 1990. Ils s'inquiètent de ce que cela implique pour eux, pays émergents. On parle de la réduction globale et de l'année de référence. Réduction globale, année de référence, ils veulent garder l'année 90. Ouais. Et donc du coup, nous opposer années 90. Le truc, c'est totalement... La Chine et le Venezuela se joignent à eux. Ils disent point de référence 90, réduction totale de 50%. Il nous faudrait le GIEC en fait, il faudrait juste qu'on sache... le GIEC a dit qu'il faut 50% par rapport à 90, ça permet 2 degrés. Bon alors, fais le calcul rapidement. Ok, j'y vais. Je suis sur mon ordinateur, c'est nécessaire, d'accord sur le document. C'est l'Inde, encore elle, qui propose de faire des calculs pour être sûr de ces chiffres. J'ai mis 42,6. Hein. Là, ça commence à devenir un peu... Attends. 42,6. Ça devient déjà un peu plus... On peut faire des accords sur un scénario comme ça. Moins 5,77. Ça, c'est quand le scénario moins 50. Ouais, mais on prend l'Inde, tu prends l'Inde, je sais pas où. On préfère Inde. C'est-à-dire que nous, on réduit aussi, on est encore bien en dessous. En termes de l'équité. Oui, pas, notre population se double à peu près. Ce truc de population, j'ai essayé de faire un schéma au tableau, mais je suis pas sûre que tout le monde ait compris. Mais voilà, le problème, c'est que dès qu'on parle de chiffres, il y a beaucoup de gens qui décrochent. Est-ce que vous Ça veut dire revenir au niveau des émissions de CO2 de 1870, quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Pour 80, c'est plus 12,5 par rapport à 90. Oui. Moins 31 par rapport à 2005. Enfin, mon opinion à moi, franchement, c'est que même avec ces chiffres, c'est les pays en développement qui sont intubés. Oui, je sais. Mais est-ce que ça peut servir une nouvelle base de négociation? Enfin, est-ce qu'on est économique ou pas? Bah, tu parles à qui là? Au délégué indien ou... Toi, ça va? Il faut bien se rendre compte que ça va être des efforts incroyables. Voilà, tu veux dire que là, même les efforts... En fait, ce que tu veux dire, c'est que les efforts des pays développés sont toujours moins grands que les efforts des pays en développement, en fait. Bon, après, j'ai un biais pays en développement, soyons clairs, mais... C'est vrai, avec le doublement de la population. Bon, je crois qu'il faut qu'on y aille parce que... Ce qui ne devait être qu'un point de convention met le feu aux poudres. Je m'excuse, en fait, la négociation est en train de tourner. Aïe. Ils viennent de se rendre compte que les objectifs qu'ils avaient fixés, ils ne pouvaient pas les atteindre. Il y en a qui se sont mis à pleurer. En fait, il y a quelqu'un qui a fait un tableur en Sorel en montrant, mais tout simplement, les objectifs qu'ils avaient fixés, c'est impossible. Et il y en a qui se sont effondrés, enfin, qui se sont mis à pleurer. Tout ce à quoi on croyait depuis des jours, c'est pas possible. Ouais, je crois qu'il faut que je vous laisse alors. Ouais, on a fait des calculs. J'ai relevé les émissions pour l'annexe 1, pour l'annexe 1 et j'ai fait le total. 90 et 2005. Ensuite, je suis parti d'objectifs qui sont les plus souvent dits, c'est 80% de réduction pour les pays développés et 50% de réduction en global. Et après, je fais un simple calcul, j'obtiens le chiffre total pour les pays en développement. Voilà, ça fait du moins 42%. Donc voilà, c'est ça le problème qu'on a maintenant. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé à Copenhague? Vous voyez tous là, le chiffre il est intenable. Le chiffre il est intenable, mais il est temps de s'en rendre compte. Est-ce qu'on rentre chez nous? Le 2 degrés. Parce que les Maldives, soit il n'y a rien,
Non mais on est d'accord. Soit il y a 4 degrés. Mais alors les Maldives préfèrent ne pas avoir d'accord, mais qu'est-ce qui se passera s'il n'y a pas d'accord pour les Maldives? Elles disparaîtront, point. En Chine, on en chiera tous. Vous pouvez Va rentrer mettre ton aussi dans costume une d'ours. autre question qui vous êtes pas posée maintenant, qui est celle de la traduction politique des décisions ici. Comment il va être possible de les porter? Excusez-moi, monsieur Kinet, mais enfin, on est quand même dans une simulation et je comprends pas pourquoi vous interagissez autant avec. Au moment où c'est dans le cœur des négociations, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, on a 12 heures, c'est ça? Pour moi, il faut augmenter la température sinon. Ouais, mais en matin de température, on va faire quoi? On va passer 6 heures à faire de la pédagogie auprès des Maldives. Hypothèse, on lâche l'objectif 2, les Maldives partent. Est-ce qu'on continue un accord sans eux? Est-ce que c'est grave que les Maldives l'Indonésie soient parte? Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'accord et il n'y aura aucune réduction. Est-ce qu'on fait un accord hors? Et dans ce cas-là, quelle est la force contraignante de ce Quel est le poids des Maldives par rapport aux autres pays? Le poids des Maldives à l'unanimité, c'est peu importe. C'est un peu la question. Pour quand même parler de degrés un ou un autre, tu vois bien que là, même avec moins 50% de réduction, on n'arrivera jamais à 10 degrés, on sera à 4 degrés et bien plus. Donc il faut prendre des mesures encore plus ambitieuses, c'est terrible, mais aujourd'hui... Dans ces cas-là, je dis attention. Mais même des côtes, on parle de New York, on parle de Singapour. Le golfe du Bengale submergé, vous imaginez 200 millions de personnes qu'il faut déplacer ou pas? Avec ce qui est en train d'être acté. C'est-à-dire, en gros, l'explosion des 2 degrés, les 50% sont infaisables, etc. Concrètement, vous êtes un pays extrêmement impacté. Enfin, c'est gigantesque les impacts qu'ils vont avoir sur l'Inde. Vous serez incapable d'absorber de tels impacts. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est la question de... Enfin, est-ce qu'on parle de simulation ou de vrai, quoi? En vrai, c'est effectivement la question qui a été posée, que tout le monde s'est posée, c'est si on est des vrais pays, comment notre société, elle impacte ça? Ça veut dire que nous étant les pays les plus émetteurs parmi les pays en développement, on doit faire des efforts que la population est incapable de supporter. On va retourner une grande partie de notre population dans la pauvreté, avec une grande partie de la population qui va souffrir du changement climatique. Et donc dans l'autre sens, on a que la disparition d'autres États. Est-ce que c'est... Je sais pas. Genre, est-ce qu'il y a une troisième voie? Moi je dis on est 200, on réfléchit. J'ai pas de solution préférée. Enfin, c'est la peste ou le choléra cette histoire. Attention, je parle en off. C'est pas les Maldives qui s'expriment. Est-ce que dans ces cas-là, il ne s'agirait pas de muscler énormément le statut de réfugié climatique? Mais quand je dis le muscler, c'est clairement donner des certitudes que ces pays recevront des territoires qui seront physiquement, je parle en termes de géographie physique, le plus proche possible des territoires qu'ils auront eu à abandonner. Mais est-ce que des territoires à d'autres pays, tu veux Israël x10 partout dans le monde, quoi. Et tu veux qui alors, et dans ces cas-là, on fait quoi? Mais c'est ça. Et dans la réalité, on fait quoi? On est juste dans une impasse complète. Je veux dire, honnêtement, vous vous rendez compte, on est prêt à acter. Non, on n'est pas prêt, personne n'est prêt. Non, mais en off, on serait prêt à acter potentiellement la disparition de pays entiers, de territoires entiers. Accord politique ou pas, sur le terrain, on parle de conflits monumentaux à l'échelle de l'humanité. Là, on va être perdu. Parce qu'en fait, ils ont travaillé toute la... Ils ne veulent pas s'écouter. La confusion est totale, la panique gagne le groupe de contact voisin. Le président de la conférence tente de reprendre la main. Il convoque une réunion à huis clos des délégués de ce groupe en crise. Les délégués de l'Inde, de la Chine, des Maldives et du Japon qui négocient en groupe 3, est-ce que vous pouvez dire une question de visibilité? Paul, Je peux fermer la porte? Oui, merci. C'est bon? Ok, alors, on en est où là? Sérieux, on en est où là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé, apparemment vous avez un coup de réalisme. Ouais. Qu'est-ce que tu as présenté? Okay, un par un. Pour faire simple, j'ai fait une application numérique. Je suis parti des chiffres des émissions aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir... je suis désolé, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la presse? Merci. Donc je suis parti des chiffres en 90. J'ai pris les chiffres d'émissions de CO2 pays par pays en 90. J'ai agrégé annexe 1 et hors annexe 1 et j'ai fait le total. Est-ce qu'il y a un membre du GIEC ici, même si je ne l'ai pas appelé? Ils sont partis vérifier mes calculs, mais les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes. Pour les pays en développement, réduire nettement par rapport à 90, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre dans le débat. Et non, mais il n'y a pas de vérité scientifique, quoi. Non mais juste si on part de ce principe-là.
on est quand même, au niveau quand même, on reste politique. Je pense qu'on a réussi à négocier quand même des engagements chiffrés et contraignants pour tout le monde. On a réussi à se mettre d'accord sur des années de référence au sein de tous les pays développés, sur des années de référence au sein des pays en développement. Je pense qu'on va réussir, politiquement, on peut réussir à atteindre des réductions d'émissions. C'est-à-dire que les mécanismes de financement vont être mis en place pour aider les pays en développement qui vont permettre la baisse des émissions. Peut-être qu'avec des calculs, on n'arrive pas à 2 degrés, mais on n'a pas de certitude scientifique non plus. Donc J'aimerais faire une clarification. Je n'ai pas fait de modèle scientifique. Il n'y a pas de science. C'est une pure application numérique. Je prends les 2 objectifs qu'on a fixés. Et d'ailleurs, le 80%, je ne sais pas, il était fixé, mais je l'ai pris parce que c'est un chiffre qui revient souvent. Et c'était moins 80% pays annexe 1, moins 50% pays, tous les pays. Et j'en ai tiré les pures conséquences. Mais il n'y a rien de scientifique. Que les choses soient claires. Ok, merci. Voilà, alors il y a un petit peu on va pas dire de panique, mais il y a un petit peu de confusion pour les autres groupes de contact qui ne comprennent pas pourquoi nous on a arrêté de négocier et qu'ils continuent. Donc ce qu'on va faire pendant 40 minutes, on va ajourner les groupes de contact et je veux que les chefs de délégation et tous les facilitateurs viennent avec moi dans la salle du secrétariat. Le 3 et le 2 avancent. Oui. J'arrive, mais le 2 avance. La secrétaire exécutive vient de juste me dire qu'il y a un peu de confusion. J'aimerais juste une suspension pendant 40 minutes. Oui. Comme à Copenhague, la négociation est bloquée. En off, les délégués poursuivent les discussions, notamment sur les transferts de technologies. Il s'agit de permettre aux pays en développement d'accéder à bon prix aux énergies propres, la seule solution pour atteindre les objectifs d'un accord. Un négociateur du Venezuela ferraille avec une représentante du Japon. Il n'y a aucune notion de réalisme. Moi, c'est ce que je dis depuis le début, c'est que les 2 degrés, ils sont inatteignables. Tout simplement. Ils ne sont pas forcément inatteignables. En même temps, on parle sans connaître vraiment les chiffres au niveau des prix que ça représente pour vous et au niveau des pourcentages. On s'est engagé uniquement. Mais alors, si personne connaît les chiffres, comment tu peux penser une seule seconde qu'on va s'engager sur un accord alors que personne... Mais attends, c'est un accord de principes généraux. On n'a aucune idée de savoir si c'est réaliste, si. Et pourtant on va s'engager. Parce qu'on s'engage sur un principe à faire au mieux. Là, en gros, ce qu'ont montré les pays développés, c'est de faire au mieux d'un point de vue dans nos capacités économiques, voire au-delà. Vous vous engagez de faire au mieux dans le sens où vous l'entendez. Nous, on doit s'engager à décroître. Tu as été d'accord avec ça là-dessus, qu'on s'engage à faire au mieux, voire au-delà de nos capacités, ce qui est raisonnable pour nous économiquement. C'est quand même ça. C'est quand même ça. Proposer quelque chose, comment on fait? Non, attendez, mais là, attends. Vous non plus, en même temps, vous n'avez rien proposé. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. On a proposé quelque chose de très concret, c'est de s'en remettre au groupe 2. Le groupe 2 a des chiffres sur la table. Nous, on a proposé de s'en remettre au groupe 3 par rapport au... Non, mais voilà. Non, parce que je suis désolé, le groupe 3 n'a pas de chiffres sur la table. Non, c'est pas une question de chiffres. On parle de transfert de technologie. Attends, les transferts des technologies, on s'est surengagé, c'est exactement ce que tu disais. C'était limite irréaliste pour nous. Non, mais c'est les transferts de technologie qui nous permettent d'infléchir. On est dégressif en fonction... Pour un pays comme la Chine... Qui a déjà énormément de technologies Je te rappelle que l'article 41 mentionne que des pays hors annexe 1, comme la Chine, l'Inde, qui ont des technologies, doivent aussi diffuser ces technologies. Donc on s'est aussi engagé. Et je te rappelle aussi que la Chine est 3e mondiale en termes de développement d'éco-technologies, etc. Bien sûr, et dans ces cas-là, c'est normal aussi que vous rentrez dans l'effort international. On est en train de diffuser nos éco-technologies. Oui, nous aussi. On est prêt à. Je te ferai remarquer que comme pour vous, pour le Japon notamment, c'est quand même excusez-moi, j'ai pas mon badge, il était sur mon appareil photo. Mais pour le Japon, donc, c'est l'une de nos principales sources au niveau, de notre économie. Donc nos efforts sont considérables aussi. C'est juste scandaleux que là-dessus vous soyez pas prêts à faire un minimum d'efforts. Non, mais c'est pas scandaleux. Tu te rends pas compte de ce que vous nous demandez. C'est une décroissance à partir d'aujourd'hui. C'est ça que vous comprenez pas en fait. Mais c'est une décroissance. C'est une décroissance avec une supposition de transfert. Attends, non, parce que je pense que la vraie discussion. Mais bien sûr que si. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour parler, pas pour polémiquer. Ils veulent en gros qu'on s'en rapporte au groupe 2 pour avoir des chiffres exacts et en gros qu'on leur file gratos toutes les technologies ou alors qu'on revienne sur le chiffre de 2%. Enfin, non, ça c'est non. On passe là maintenant au choix politique que ça suppose entre atténuation, adaptation et ce que ça suppose comme changement de société, de changement radical de société. Il ne s'agit pas simplement d'un accord international qui engagerait les gens qui ne sont que là. En quelque sorte, les habitants de la planète viennent de rentrer dans la salle. Les calculs de la délégation indienne ont circulé. Une conférence de presse est organisée en toute urgence. Les téléphones portables filment. Mesdames et messieurs, face à l'important
blocage des négociations, les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine, main dans la main, conscients de l'urgence de la situation, du poids de leurs responsabilités et du souci du consensus, affirment la nécessité absolue de maintenir l'objectif des 2 degrés à l'horizon 2050. Le président de la conférence et le secrétariat de la Convention climat pilotent cette réunion de crise. Ils tentent de réamorcer le processus. L'avenir des Maldives est au cœur des débats. Si aucun accord n'est trouvé, le pays est certain de couler. Et ça dépend de la volonté des partis. Enfin, honnêtement, c'est faisable s'il y a la volonté qui est derrière. S'il n'y a pas la volonté, effectivement, c'est pas faisable. Et dans ces cas-là, autant quitter tout ce qui est négociation et mettre fin. Conscient, ce qu'on demande aux pays développés est extrêmement important. On est là pour négocier des contreparties, pour négocier des transferts qui vous aideraient à aboutir. On voit pourquoi à ce moment-là on vient bloquer sur des chiffres qui étaient là depuis le début en fait. Donc il faudrait reprendre sur du concret maintenant et... Sérieusement, on le sait, 2 degrés, on le sait, on ne peut pas y arriver, ouais. Par contre, est-ce que ça ne veut pas dire que si on s'engage pour arriver à 2 degrés, que tout d'un coup, quelque chose qu'on n'aurait pas dans la science, dans la nature, quelque chose qu'on n'aurait pas peut-être prévu, fait que tout d'un coup c'est un peu plus possible? Est-ce qu'à un moment donné, on verrait peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été prévu, comme par exemple, là je prends l'exemple concret, tout d'un coup, les coûts des technologies propres descendent, donc ça change un petit peu. S'il s'agit d'acter qu'on va effectivement prendre des mesures d'adaptation, voire d'atténuation, mais que de toutes les façons, ça ne changera rien pour nos pays, pour les 43 pays de l'Alliance de la Lausis, que ça ne changera rien pour tous les territoires littoraux, pour le Bangladesh, pour la Louisiane, mais enfin, pourquoi faire? Enfin, je veux dire, on veut bien négocier de façon pragmatiquement, mais enfin, je veux dire, de toute façon, dans 15 ans, on ne sera plus là pour négocier. Ça vous rendra peut-être service, mais enfin, pour l'instant, on n'est pas prêt à l'accepter. Je vais m'exprimer en du secrétariat. Nous faisons partie des Nations Unies. C'est pas un mot vain. Aujourd'hui, on bloque pour quelle raison? On bloque parce qu'un pays, plusieurs pays insulaires sont menacés de disparaître de la carte à moyen terme. On est d'accord? En des restants, des régions entières, d'accord. Nous avons des territoires peuplés qui sont menacés de disparaître. Partant de là, est-ce que les Maldives pourraient formuler une proposition qui serait un minimum nécessaire sur lequel on ne pourrait transiger, permettant d'épargner ces territoires et par là même de poursuivre le processus de négociation? Nous n'avons pas le choix que de vous demander que tous ensemble, on décide de sauver un État. Un État et d'autres États, 43 qui sont derrière nous en tant que l'Alliance de la Lausis, mais aussi vos régions personnelles. Les Maldives ne peuvent pas proposer quelque chose qui ne soit pas aussi exigeant que ce qui est marqué au tableau. Donc, si les délégations et les partis tombent d'accord sur cette première partie, le processus reprend. On va faire les choses de façon extrêmement simple. Qui s'oppose? Alors, nous continuons. Ce qui s'est passé, c'est une vraie bifurcation par rapport à Copenhague. Parce que Copenhague, en fait, on n'a jamais été à un moment où l'accord allait être possible. Et là, ils se sont rendus compte, voyons, si on se met d'accord sur ces objectifs, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Et là, c'était un coup de tonnerre, en quelque sorte, parce que ça suppose un changement si radical de société, ça suppose des engagements si forts pour les pays en voie de développement, pour les pays développés, que la question qui se pose, comme ils l'ont posé à l'instant, c'est est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on ne fait pas rien?
Et il y a eu un moment de basculement où je pense qu'un certain nombre de négociations, de pays étaient prêts à arrêter, quoi, à rentrer chez eux. En disant de toute façon c'est trop tard, on n'y arrivera pas, c'est trop tard. Et ils ont décidé collectivement en fait, de redonner un sens politique à ça, en disant même si les objectifs sont fous, on va quand même les fixer. Et à partir de là, par une décision politique, de réduire donc de 50% les émissions d'ici à 2050, et bien à partir de là, ils vont reprendre les négociations et réorganiser tout cela et traduire ça en sens politique. Et là, on est face à une sorte de révolution, en fait, une sorte de révolution climatique. Les scientifiques retrouvent Laurence Toubiana, l'une des initiatrices de cette simulation. Elle était en 2009 numéro 2 de la délégation française à Copenhague. En août 2009, et je raconterai ça demain peut-être si, lorsqu'on s'est réunis dans le groupe des pays les plus émetteurs au niveau des ministres, on a commencé cette équation, 2 degrés, bon d'accord, 2 degrés. Ensuite, les pays développés ont dit moins 80% pour nous d'ici 2050. Moins 50% des émissions globales. Et à ce moment-là, les gens des pays émergents, notamment la Chine, le Chinois que je connais vraiment bien, qui est un type vraiment adorable, il s'est assis sur sa chaise, il a dit « mais je peux pas. On ne peut pas boucler l'équation. » Enfin, avec les données d'aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire. Avec les données d'aujourd'hui, on ne peut pas boucler l'équation. La question, c'est comment on se donne le champ pour boucler l'équation. Reprise de la session plénière. Au petit matin, les délégués proposent un texte très novateur. L'accord comprend 51 articles qui doivent être passés maintenant au vote. À Copenhague, les chefs d'État n'avaient signé qu'une feuille de route de 3 pages. Chaque article sera affiché pour une lecture. Le temps de lecture sera de 30 secondes. Adopté. S'il vous plaît. Les étudiants instaurent un véritable statut des réfugiés climatiques. L'article 14, et nous soutenons donc Ils créent une organisation mondiale de l'environnement, l'OME, et ils décident de la financer grâce à une taxe sur les transactions boursières. Ils s'engagent par ailleurs à réduire d'ici 2035 les émissions de gaz à effet de serre d'environ 30%. Donc nous avons fixé 2 paliers, un premier à 2020 et un deuxième à 2035, toujours par rapport à 1990. Merci Hermine. Rien n'est décidé sur l'objectif des 50% de réduction d'ici 2050. Mais ils font un pari sur l'avenir. Ils chargent l'Organisation mondiale de l'environnement qu'ils ont créée de prendre le relais. À elle de sauver les Maldives. Merci d'avoir facilité la session plénière jusqu'à présent. Nous procédons à l'adoption du dernier article. Je déclare que tous les articles de l'accord de Copenhague sont adoptés officiellement par consensus. La simulation se termine par une séance de signature. Les étudiants jouent le jeu jusqu'à la dernière seconde. Effectivement, la République des Maldives tient à saluer la volonté affichée par la quasi-totalité des parties pour aboutir à un accord contraignant qui aurait permis de sauver son territoire, celui des 43 pays de la OSIS, ainsi que les zones littorales massivement peuplées et urbanisées de l'ensemble des pays de la planète. Notre pays n'entend pas empêcher l'adoption de cet accord, insuffisamment contraignant, mais qui néanmoins acte la création d'une organisation mondiale de l'environnement et l'entrée du réfugié climatique dans l'histoire internationale, qui, malheureusement, vous servira un jour à tous. Contre toute attente, en fait, ils sont parvenus à un accord. C'est absolument stupéfiant parce que hier soir, à 9h, c'était la crise complète. Quand ils ont découvert l'ampleur et la signification de ce qu'il fallait faire
décidé que c'était impossible en fait. Et certains étaient prêts à arrêter les négociations, ils ont adopté une position tout à fait étonnante qui est de dire on va bâtir, on va s'écarter de la position réelle des pays et on va bâtir l'accord, ce qu'il faudrait décider pour rester à 2 degrés. Et finalement, en levant l'hypothèque qui est de, comment dire, eh bien, bâtissons un accord utopique en quelque sorte, eh bien, tout est devenu possible en quelque sorte. Et ils ont bâti un accord avec des propositions fortes, réelles. L'Organisation mondiale de l'environnement, qui au départ était une coquille vide quand ils l'ont proposé. C'est une coquille vide qui a été utilisée en disant tout le monde va être d'accord, négociation internationale, ça mange pas de pain, etc. Et à un moment, ils ont été obligés de remplir, de donner du contenu à cette organisation. Alors cette Organisation mondiale de l'environnement, c'est elle qui va régler tous les détails et les procédures. Puis ils ont décidé des transferts d'argent colossaux. C'est-à-dire que si effectivement on veut régler la question, rester à 2 degrés, enfin, ça suppose des transferts de technologie et d'argent considérables, qu'ils ont évalués à 600 milliards, enfin, ils ont décidé une taxe Tobin. Donc ça montre l'ampleur des bouleversements politiques et sociaux auxquels il faudrait parvenir si on veut répondre à l'enjeu climatique. Et là, il leur part une véritable prise de conscience parce qu'ils connaissaient tout ça, mais ils n'en avaient pas pris conscience. Et en même temps, et c'était la position défendue par les étudiants, ça rouvre un processus politique dans la mesure où, eh bien, désormais, ça devient une question politique que les hommes politiques doivent assumer et dont ils doivent s'emparer et défendre par rapport à leur opinion publique. Et donc la question à laquelle on est aujourd'hui, c'est que ce qui est le plus difficile à changer, ce n'est pas ce ne sont pas nos procédés techniques, ce sont nos sociétés et nos modes de pensée. C'est ça qui résiste, qui est le plus dur. Et dans le fond, nous ne croyons pas au changement climatique. Il est extrêmement difficile. Et ils se sont mis à y croire. Les chercheurs doivent maintenant exploiter cette simulation et confirmer la pertinence des innovations. Les étudiants, marqués par l'événement, veulent témoigner de leur expérience dans les conférences internationales. Chacun, à son échelle, plaide pour une réforme de ces grandes messes onusiennes, la condition nécessaire pour sauver le climat. Les dernières études scientifiques viennent de montrer qu'avec un réchauffement de 2 degrés d'ici 2050, le niveau de la mer s'élèverait 2 fois plus haut que prévu. Les efforts à fournir vont devoir être plus grands encore.